Allez, 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 soleil. Une nouvelle page de l'histoire s'écrit en Côte d'Ivoire avec l'élection présidentielle du 31 octobre 2010. Ce moment clé de la vie politique du pays marque la rupture avec un passé sombre pour se tourner vers un avenir prometteur. Témoignage sur la crise ivoirienne, de la lutte pour la démocratie à l'épreuve de la rébellion est l'un des symboles de cette volonté ivoirienne. L'œuvre est de Moïse Lida Kwasi, homme de lettres, politologue, spécialiste des questions de défense et de stratégie générale, conseiller spécial du président Laurent Gbagbo, ancien ministre de la Défense et de la Protection civile, député à l'Assemblée nationale et secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, FPI. Dans cet ouvrage, qui est en même temps une autobiographie, un témoignage et un essai politique, Moïse Lida Kwasi s'approprie l'histoire pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce qu'est réellement le système Gbagbo. Le livre paru aux éditions L'Harmattan compte 272 pages. J'ai écrit ce livre pour 3 raisons principales. La première, j'ai écrit ce livre parce que, naturellement, je suis porté à écrire depuis longtemps. Depuis que j'étais au lycée, depuis que j'ai goûté aux grandes œuvres de la littérature française, j'ai aimé la lecture et j'ai surtout rêvé d'écrire un jour moi-même. Donc c'est par amour pour la prose. Je suis moins doué en poésie, je l'avoue, mais j'aime bien la prose, que j'ai essayé d'écrire. Et je suis principalement porté sur le genre essai politique. Je crois que, à la suite de cet ouvrage, comme l'appétit vient en mangeant, il y aura d'autres propositions pour nos amis de l'Harmattan. J'ai aussi écrit parce que j'estime que la politique peut quitter le terrain des intrigues, le terrain de la haine, pour s'ennoblir. Elle peut réellement être et demeurer une activité humaine, une émulation d'hommes et de femmes attachés à des valeurs humaines. Or, ce qui a été remarquable dans cette crise ivoirienne, c'est que, de mon point de vue, les faux héros ont souvent pris la place de ceux qui ont réellement œuvré pour la sauvegarde nationale. J'ai écrit donc pour que le mensonge cesse de couvrir la vérité de son manteau de laideur. Je pense que la vérité a sa place même dans les luttes politiques. La politique devrait être, par définition, l'intelligence, l'art et l'intelligence de conquérir et d'exercer le pouvoir en respectant les règles de l'art. Les codes éthiques, les lois, tout cela peut être entendu, les normes, comme étant ce que j'appelle les règles de l'art. Enfin, j'ai écrit tout simplement, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, pour faire usage de mon droit à la parole. Non pas pour me défendre, mais pour éclairer l'opinion. Pour éclairer l'opinion ivoirienne et l'opinion internationale. Pas seulement sur ma propre personne, mais sur le régime de Laurent Gbagbo.
beaucoup d'idées reçues ont circulé qui ont donné une fausse idée de ce régime. Il était important pour un acteur engagé et un témoin oculaire de dire ce qu'il sait et de dire ce qui est. Napoléon disait à Bismarck qu'il existe en ce monde deux forces, la plume et l'épée. Eh bien, il fallait que je proroge le combat auquel j'ai pris part, non pas par l'épée, mais par la plume. La victoire de l'épée est probablement plus instantanée que celle de la plume, mais elle est moins durable, elle est moins traçable. Je parle là sous le contrôle de grands historiens ici présents. Cela dit, il me faut présenter à grands traits cet ouvrage que j'ai eu le privilège de proposer à ce public. Il est divisé en deux parties. La première partie est consacrée à la marche difficile, parsemée de doutes, d'entraves, de sacrifices, mais marche victorieuse du FPI depuis la fin des années 80 jusqu'à l'année 2000. La deuxième partie concerne la période où le FPI, le Front populaire ivoirien, créé par son leader Laurent Gbagbo, a accédé au pouvoir et qu'il a exercé à peine en quelques mois, de manière magistrale, l'État, l'économie, la société dans sa gouvernance. Les témoignages, je les rapporte, mais nous pouvons en débattre. Donc, cet ouvrage est divisé en deux parties. La première partie comprend à peu près 17 sous-titres. Je ne les appelle pas des chapitres parce que ce n'est pas véritablement des chapitres. Alors évidemment, il y a des accents autobiographiques puisque je parle de ma naissance pour bien montrer comment je suis entré d'abord dans le militantisme de la vie associative en tant qu'enseignant à l'université d'Abidjan-Cocody. J'ai tout de suite adhéré au syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur, le SINARES, dont un des acteurs principaux se trouve être le professeur Pierre-Aimé Kipré. J'ai beaucoup appris dans ce syndicat qui a été pour moi un véritable laboratoire. C'est par le biais de cette vie associative que j'ai ensuite pu entrer en politique. Je suis entré en politique non pas véritablement comme un engagé idéologique, au sens idéologique du terme, mais surtout sous l'influence d'un homme, Laurent Gbagbo, dont j'ai tout de suite partagé le combat, la vision, en ayant lu ses livres, avant de le rejoindre sur le terrain. Dans ces chapitres, j'ai montré les différentes étapes du long cheminement des acteurs principaux du Front populaire ivoirien. J'ai essayé de montrer comment le Front populaire ivoirien s'est employé à sortir la Côte d'Ivoire du régime du parti unique, parti-État, pour le faire accéder à la modernité, à l'ère du multipartisme, à l'ère des libertés publiques. Et tout cela à travers ce que nous avions appelé
la transition pacifique à la démocratie à travers une lutte politique qui a exclu toute forme de violence par les armes, toute forme d'accession, de dévolution du pouvoir politique par la violence, par le non-droit. C'est cela que je décris. Évidemment, il fallait en payer le prix. Nous avons fait la prison, les camps militaires. Moi-même, j'ai séjourné dans les camps militaires d'Akwedo pour recevoir une rééducation. Et ensuite, j'ai été arrêté le 18 février 1992. J'ai fait la MACA pendant 6 mois. Sur les 6 mois, j'ai eu le privilège de partager la même cellule que le président Laurent Gbagbo pendant 5 mois et demi. Je crois que c'est véritablement à ce moment-là qu'il m'a connu et qu'il m'a adopté. Au sortir de cette prison, j'étais devenu pratiquement l'homme à tout faire du président Gbagbo, pratiquement son aide de camp. C'est ainsi que j'ai été, après 1992, pratiquement témoin et acteur principal associé aux actions que menait le président Laurent Gbagbo et ses camarades. C'est pourquoi je peux en témoigner aujourd'hui à juste raison. Dans la deuxième partie, je montre comment et pourquoi Laurent Gbagbo a accédé au pouvoir porté par une lame de fond populaire. Ça a été une expérience très rare en Afrique où le chef d'une junte militaire qui a été lui-même chef d'état-major, ensuite ministre, ensuite président de la junte militaire, chef de l'État, organise une élection étant lui-même au pouvoir et candidat et perd ses élections face à une organisation de civils aux mains nues. L'ancrage populaire du mouvement créé par Laurent Gbagbo a suffi pour barrer la route à la junte militaire. À ce moment-là, j'étais témoin oculaire, donc je peux en parler à longueur de journée. Personne ne nous donnait vainqueur face au général Robert Gueye. Moi-même, j'étais déjà solidement amarré aux structures de notre parti dans tout Abidjan Sud, Trècheville, Marcouri, Port-Boué, Koumassi, etc. Et je sais le prix lourd que les militants de cette zone d'Abidjan ont payé pour arracher le pouvoir à la junte militaire et le remettre à Laurent Gbagbo. Je raconte dans le livre comment ces militants ont été pris en sandwich sur les 2 ponts d'Abidjan et que des milliers d'entre eux se sont noyés dans la lagune Ébriée. Mesdames et messieurs, comme je l'ai écrit, ce livre n'est pas tout à fait une autobiographie. C'était à la fois un mélange des genres, autobiographique, mais aussi essai politique, et puis exercice de création littéraire. Les connaisseurs pourront en parler tout à l'heure avec moi. Voilà en quelques mots ce que je voudrais dire pour présenter ce livre qui se termine naturellement sur des perspectives post-crise et qui se termine dans un optimisme que j'ai voulu communiquer au public. Mesdames et messieurs, telle est donc l'économie de cet ouvrage qui m'a permis d'exercer mon droit à la parole et qui montre combien au sein du FPI, la langue de bois est désormais proscrite et que la parole est libérée. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre.
Docteur, voici, puisque vous avez l'air d'enseigner, ça se manifeste. Maintenant, la parole est à la salle. Pour lancer les débats, il y a quelques questions qu'on peut avancer. Pour un homme d'État que vous êtes, il est toujours difficile. Je dirais, nous sommes dans un pays où l'un des tribunaux avait dit, pour un homme politique, pour nous à l'Harmattan, nous dirions, le président Gbagbo a eu la chance, ou bien aura la chance ou a la chance d'avoir autour de lui des hommes comme vous. Je vais parler aussi, n'est-ce pas, de monsieur l'ambassadeur. On voit, il a choisi beaucoup de professeurs, d'enseignants d'université pour lui fournir des expertises et donc humaniser ce pouvoir qui souvent en Afrique a été imprégné de beaucoup d'imprévisions, beaucoup d'émotions et donc beaucoup de violence. Voilà les deux questions et je laisse la parole à la salle. Je vais prendre les noms, on va procéder par deux. Je fais cette proposition. Alors, Paul King. Alors, pour les premières questions, la question de l'exigence de vérité et la nécessité du secret de l'État. C'est un exercice auquel je me suis exercé, pour ainsi dire, et j'avoue que c'est pas facile. J'avoue que c'est pas facile, surtout quand on a été à la tête d'un ministère de la Défense ou d'un ministère de l'Intérieur qui sont des ministères éminemment secrets. Les ministères d'État sont des ministères éminemment secrets. J'ai choisi de prendre le risque que comporte cet exercice. C'est à vous d'en juger. J'ai dévoilé un certain nombre de choses et du reste j'ai eu quand même quelques difficultés et j'ai aujourd'hui encore quelques appréhensions parce que lorsque j'ai écrit ce livre, dès le premier jet, avec les fautes non corrigées et tout, j'ai remis un exemplaire du manuscrit au président de la République. Et je lui ai dit, président, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil. Et après, lorsque j'ai évolué, j'ai corrigé le manuscrit, qu'il était à peu près dans l'avant-dernière mouture, j'ai encore donné un exemplaire au président de la République. Et je lui ai dit, président, j'ai revu certaines choses, j'ai corrigé, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil. Et puis je crois que là, il était un peu agacé, alors il m'a fait en présence d'un témoin, parce que nous étions en séance de travail, il m'a dit, mais Lida, tu sais que je